Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manel qui est consultante en recrutement en life science et on va parler du marché de travail en recherche clinique. Bonjour Manel et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Nawel, merci de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter ton parcours, ton poste actuel? Ouais, du coup Manel, que je suis dans le secteur, du recrutement depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Actuellement, je travaille en Suisse, mais ça n'a pas toujours été le cas. De base, je suis française, donc j'ai grandi, j'ai fait mes études du côté de Paris. Puis depuis 2013 maintenant, je suis dans le recrutement et depuis 2014 dans le secteur de life science. Donc life science, j'ai pu recruter pour, des laboratoires pharmaceutiques, biotech, des sociétés de dispositifs médicaux, cosmétiques, chimie. Voilà, tout ce qui va être finalement en lien avec, le secteur, scientifique. OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer, comment se déroule un recrutement dans le secteur, du life science et particulièrement en recherche clinique? Quelles sont les principales étapes? Tout va dépendre du client parce que moi, en tant que cabinet de recrutement, bah, du coup, je suis, en charge de recruter pour des entreprises, pour différentes raisons, hein. Soit ils n'ont pas le temps, soit c'est un profil pénurique. Donc ça va vraiment dépendre, mais généralement, les process de recrutement sont assez similaires. Sauf bien évidemment exception. À partir du moment où on a défini le besoin, donc on va dire le cahier des charges de ce que le client, va rechercher. Moi de mon côté, ce que je vais faire et ce que les chargés de recrutement finalement font, c'est déjà de regarder en priorité si dans leur réseau, ils n'ont pas des personnes qui correspondent. Donc c'est vraiment, axé, dès le départ sur la partie, on va dire networking. Ouais. Et dans un second temps, si on n'a personne, c'est de se dire: «Bon, on va mettre une annonce en ligne». Donc c'est pour ça que lorsque vous voyez une annonce en ligne, ça reflète pas réellement, en fait, le marché actuel. Il est possible qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités, mais qu'elles ne sont pas toutes publiées. Ça, Ouais. il faut en avoir conscience, il y a aussi un marché caché. Mis à part ça, un process, à partir du moment où on a identifié le bon candidat, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier appel téléphonique avec lui, qu'on s'assure, que voilà, le poste lui corresponde, en lui posant, quelques questions. C'est généralement des calls entre 15 et 30 minutes et puis ensuite, là, ce qui se passe, c'est que soit on a un entretien physique avec la personne, soit visio, pour vraiment aller en détail sur ses, compétences, et puis, avoir un maximum, d'informations le concernant pour le représenter au mieux auprès du client, puisque finalement on est un peu son agent, Oui. et puis on essaie de le représenter et puis aussi dans le cadre de cet échange, ce qu'on va demander, c'est aussi des références. C'est-à-dire que, voilà, si la personne, elle a déjà travaillé auparavant avec, d'autres compagnies ou fait des stages, on va demander, bah, peut-être le contact d'un ancien manager, d'un ancien collègue, vraiment pour appuyer au mieux son dossier auprès du client. Une fois que tous ces éléments sont rassemblés, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie son dossier, donc son CV, une petite présentation qu'on a faite, et puis on essaye de mettre en avant ce profil-là auprès du client, et l'objectif, c'est d'avoir un entretien avec ce client. Une fois que le vrai process de recrutement commence, là, il faut compter entre 2 et 3 entretiens, chez le client final. Premier entretien généralement, donc c'est soit visio, soit physique, mais ça va être plutôt un entretien classique, j'ai envie de dire, à peu près d'1 heure et dans un second temps, si du coup déjà, ça se passe bien, là on sera plus sur un côté plus technique. Ouais. Donc, ce sera généralement le hiring manager, donc la personne avec qui, ce candidat va travailler, qui sera un petit peu challengé, à savoir, sur les compétences scientifiques et chose que peut-être le HR ou moi-même n'avons pas eu l'occasion de faire et parce qu'on n'a tout simplement pas les compétences. Et puis, généralement, soit au bout de 2 entretiens, ils savent ce qui se passe ou sinon il y a un troisième entretien et là, c'est plutôt pour, voilà, valider, le candidat et surtout peut-être rencontrer les équipes et cetera et au bout de 3 entretiens, grand maximum, normalement, il y a une offre qui arrive. Ouais. Il faut toujours se préparer entre 2 et 3 entretiens avec une partie technique, des exemples à donner. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'en tant que formatrice, moi donc j'interviens, on en parlait en off, dans la partie insertion pro, donc simulation d'entretien et tout ça et on pose tout le temps cette question-là. Combien de d'entretiens, on passe dans le privé? Parce que il faut savoir qu'en recherche clinique, on a 2 2
2 grands pôles entre guillemets. Il y a le public et les dans les hôpitaux, et le privé. Le Mmh. privé, donc laboratoire, CRO, et je pense tous ceux qui sont chargés de recrutement et cetera, ils ont comme client tout ce qui est Exactement. laboratoire et CRO, enfin le côté privé. Et c'est vrai qu'on me pose à chaque fois cette question-là: «Combien?» Moi je dis: «Bon, minimum 2, mais j'ai pas de maximum forcément». Donc là, c'est 3. Il y a pas ceux qui font plus. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais au bout de 3 entretiens, normalement, la personne est censée savoir si elle convient ou pas. Oui, S'il y a plus d'entretiens, c'est peut-être parce que c'est aussi un profil plus senior, OK. peut-être quelqu'un avec des responsabilités, un responsable, un manager. Là, peut-être que voilà, la personne doit aussi rencontrer plusieurs, membres de la direction, par exemple. Mais si on est sur un profil assez classique, un expert sans forcément de management, on est généralement au maximum à 3 entretiens. OK, et donc tout à l'heure, tu parlais d'un marché caché. C'est intéressant parce que, c'est vrai que, lorsqu'on contacte un chargé de recrutement, il prend toutes les informations, il prend un CV et puis il voit à chaque fois, c'est-à-dire il constitue sa base de données, et donc ces personnes-là, ces candidats qui sont sur cette base de données, qui sont prioritaires, j'imagine, par rapport aux Exactement, autres, OK. OK, c'est intéressant. Donc exactement. comment contourner ça? Il faut directement, contacter les boîtes de recrutement? Oui, de manière proactive. De Oui? manière OK. proactive, il faut réseauter, donner ses critères, donc être assez transparent sur ses critères, que ce soit en rémunération, mobilité géographique, voilà, il faut être assez transparent. Même si vous prenez, que 10 minutes pour échanger avec un recruteur, déjà il aura les principales, choses sur lesquelles, vous allez rechercher, Oui. et surtout si demain, voilà, moi je vous prends l'exemple dans les équipes, si quelqu'un, a un poste d'ARC qui arrive, et ben, il sait déjà qui appeler. Parce Mmh. que, il a déjà eu peut-être le mois dernier quelqu'un et le mois d'avant une autre personne. Même pour nous, c'est beaucoup plus simple finalement Oui. que de poster Oui. une annonce, d'attendre que ça retourne, et puis généralement c'est compliqué. Vaut mieux avoir quelqu'un qu'on a déjà qualifié, qu'on a déjà rencontré, et puis comme ça va beaucoup plus vite. Généralement, est-ce que ces personnes-là sont prises? Est-ce que ça t'arrive que tu rates, un «bon candidat» entre guillemets, qui n'a pas matché avec le premier recruteur? Tu l'as dans ta base de données, mais qu'il est finalement, pris? Ça Oui, arrive tout le temps, souvent. ça arrive tout le temps. Potentiellement, on a des candidats qui postulent pour une opportunité, ça joue pas, et Oui, finalement, ben, on pense à lui pour autre chose. d'accord. Mais ça permet quand même de créer le premier contact. Oui, oui. D'abord ça a son idée, OK. Exactement. En termes de compétences, est-ce que tu observes, là, si on parle vraiment recherche clinique, est-ce que tu as Mmh. observé une évolution récente des attentes des recruteurs, notamment les CRO, les laboratoires? Puisque là, on parle tout le temps de digitalisation, et Mmh. décentralisation des essais cliniques. Est-ce qu'il y a une évolution dans les demandes? Alors, je dirais pas qu'il y a une évolution, c'est juste, ce que je dirais, c'est que les profils demandés, on va demander des personnes, qui soient plus, on va dire, internationales, dans le OK, sens où, les personnes doivent avoir l'habitude de communiquer avec la partie globale, c'est-à-dire avec des personnes qui ne sont pas forcément, en local. Puisque maintenant, bah, comme tu le disais, c'est, assez décentralisé. Donc il faut vraiment des personnes, ce qui va être très important, qui aient des aptitudes en communication. Ça, ouais. c'est indispensable, et ça peut être éliminatoire, hein. Si la personne, n'a pas une bonne communication, n'est pas en mode projet, n'est pas en mode, vraiment, polyvalent, avec vraiment une ouverture d'esprit, c'est compliqué. Oui, oui. J'avoue que là, dans mon podcast, je fais aussi des épisodes évolution de carrière, et à chaque fois je pose à la personne une question sur quelles sont les compétences, qu'il faut avoir. C'est vrai que la communication revient à chaque fois, et c'est pour ça que là le 30 juin, il n'est pas encore trop tard, hein, je sais pas quand est-ce que je posterai ça, mais le 30 juin, il y a un atelier que je propose sur la communication stratégique en
recherche clinique. Là, à nos auditeurs, vous avez une consultante en recrutement qui vous confirme que c'est important. Et c'est vrai que dans le monde de la recherche clinique, je pense, dans le pharma de manière générale, on a énormément d'interlocuteurs. Et c'est le critère numéro un. J'imagine, tu me confirmeras Mmh. si c'est le cas. Pour les personnes juniors, je pense que c'est vraiment le premier critère. Complètement. Complètement et c'est ce qui fait la différence finalement, puisque les personnes juniors, elles ont un peu plus de difficultés à trouver, une opportunité qu'une personne senior et c'est vrai que si en termes de soft skills finalement et ben, la personne, voilà, a une bonne communication, est assez proactive, ça fait complètement la Différence. différence. OK. Et imaginons que tu as un CV d'un arc sous Mmh. les yeux. Qu'est-ce qui est vraiment éliminatoire pour toi dès la première lecture? Alors, pour tout, hein, honnêtement, pas que pour les arcs. OK. Là, je vais vous donner toutes les infos. Alors déjà, Écoutez bien. première chose, la photo. Ça peut paraître, assez futile, mais mettez une photo professionnelle. OK. Je vois Pas un trop selfie. souvent voilà, pas un selfie, pas une photo de mariage, pas, voilà. Je vois trop souvent des photos pas professionnelles passer. Si vous avez pas de OK. photo professionnelle, n'en mettez pas. Vaut mieux avoir aucune enfin, vaut mieux ne pas avoir de photo qu'une photo qui n'est pas professionnelle. Parce que la première image, la première impression qu'on se fait de vous, c'est votre photo. Est-ce que c'est éliminatoire de ne pas avoir de photos? Non, D'accord. pas du tout. C'est mieux d'en avoir une, Oui. puisque du coup, on se projette plus facilement. Oui. Par contre, c'est pas éliminatoire. OK. Ouais, par contre, ce qui va peut-être être éliminatoire, c'est la photo pas professionnelle, voilà. Ouais. Parce que du coup, ça montre un manque de rigueur, Oui. voilà. Donc ça, il faut faire attention. Ce qui est aussi un peu éliminatoire, c'est les CV assez brouillons, qui ne sont pas clairs. C'est-à-dire que, par exemple, on va trouver des trous, en termes d'expérience, c'est pas forcément expliqué. Il y a peut-être des erreurs ou des fautes d'orthographe. Ça, honnêtement, pour un métier comme Arc, il faut de la rigueur. Donc si Mmh. déjà on n'a pas, les bonnes informations et que l'orthographe n'est pas présente, voilà, c'est éliminatoire. Donc je vous disais un manque de clarté, ah oui, après c'est plus un conseil, c'est dans le fait de faire vos CV, ne faites pas quelque chose de trop long. Même si vous êtes quelqu'un de très senior, 2 pages, c'est suffisant. OK. En expliquant vraiment les projets, les aires thérapeutiques, avec des exemples concrets. On ne demande pas de rentrer dans le détail, mais il faut que la personne, quand elle voit votre CV, vraiment sur les 30 premières secondes, elle se fasse une idée. Qu'il y ait des mots en fait qui ressortent, des espèces de mots-clés. Et puis aussi, dans le CV, de mettre un objectif, en tête, du CV. Par exemple, voilà, je suis attachée de recherche clinique depuis 5 ans, voilà les expériences que j'ai et voilà ce que je recherche. Comme ça, c'est assez clair. Oui. Et puis ensuite d'enchaîner avec les expériences, après la partie diplôme et puis la partie compétences et langue. Très Oui. important, parce que l'anglais aujourd'hui scientifique est très important pour ce secteur. Finalement, il faut que ce soit assez lisible. Il faut qu'on se dise, même si c'est une personne qui ne connaît pas le secteur, si elle voit votre CV, elle sait ce que vous faites. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre, parce que là, tu viens de citer un ordre, donc expérience, diplôme, et cetera. Honnêtement, quand je lis un CV, je commence par les diplômes, ça me donne une idée sur le background. Après voilà, donc je Oui, il y a parfois je 2 me écoles. retrouve à lire à l'envers Oui, il y a 2 et donc écoles. ouais. Après aux étudiants, je ne précise pas un ordre de CV, parce que moi, je sais que je peux le lire à l'envers et je ne sais pas comment les autres, le lisent. Donc voilà. Alors oui, il y a 2 écoles. On peut mettre les diplômes en premier OK, ou à la fin. Après, moi, en tant que recruteur, c'est vrai que je vais avoir tendance à regarder déjà la dernière expérience pour voir d'accord. si ça peut matcher avec ce qu'on recherche. Ça, c'est pour plutôt les seniors, mais pour les juniors, il y a pas de Non, OK. pour les juniors après les juniors, généralement, c'est des stages qu'ils ont, Oui. et puis ce qui va vraiment primer, en fait, c'est l'objectif et puis si le CV est clair. Pour le stage, ça c'est en parenthèse parce que pareil, j'ai aussi beaucoup de questions sur ça. Il y a Mmh. pas d'offre de stage en ligne. Est-ce que c'est relatif au marché caché? Oui, Ah OK, OK. complètement. Donc il faut faire des candidatures spontanées. Voilà.
le network, si par exemple, voilà, les étudiants sont à la recherche d'un stage, heu, que telle ou telle entreprise les intéresse, il faut pas hésiter en fait à aller sur LinkedIn. Très important, se faire un profil, Mmh. c'est vraiment votre vitrine et ensuite de contacter les personnes qui sembleraient être intéressantes. Oui, Typiquement, soit des managers, soit des personnes RH. oui. Parce que malheureusement, les annonces de stage et dans tous les domaines, c'est un peu caché. Et ça, c'est pour les stages. Par rapport aux langues, tout à l'heure, tu as parlé de l'anglais. Mmh. Est-ce qu'il faut un niveau, faut être, bilingue, carrément ou à quel Non, je dirais niveau? pas Bah, est-ce qu'un bilingue. niveau intermédiaire suffit? Je pense que l'idéal, c'est un niveau B2. OK, Voilà, donc c'est pas non plus fluent, mais c'est quand même avoir des bonnes conversations. Heu, un bon B1, ça peut aussi jouer. Par contre, ça d'accord. va dépendre si bah, je sais pas, hein, je vous dis, et je te dis une bêtise, mais si c'est une CRO et que voilà, elle a envergure internationale, là, va falloir avoir un bon niveau. Par Oui. contre, un truc un peu plus local, un B1, mais c'est le minimum. D'accord, d'accord et le test se fait en posant juste une question, parce qu'il y a aussi 2 façons de faire. C'est Il y a ça. ceux qui demandent à la personne de se présenter en anglais et ceux qui posent une question un peu du type, «Racontez-moi vos vacances». Donc Mmh. quel type de questions on pose pour l'anglais? Alors, généralement de mon côté, c'est que donc je fais l'entretien en français et puis à un moment donné, je demande l'autorisation, au candidat, par rapport à l'anglais en lui dire: «Est-ce que c'est OK si on switch en anglais?» Oui, Et là, bah, comme tu le disais, soit je reviens sur une expérience de son CV et puis là, je pose, une question en anglais, OK. ou soit, c'est une question assez ouverte finalement, mais c'est plus moi de le voir dans le contexte professionnel que le contexte, on va dire, lambda. Parce que OK. c'est ça finalement qui moi va m'intéresser. Et pour finir, tu sais, on va passer ensuite à l'entretien, mais est-ce qu'il y a un format à respecter? Parce que là, la majorité utilise Canva, Oui. ou ce type-là de format avec, des colonnes. Maintenant, il y a ceux qui gardent vraiment et ça, c'est plus la j'ai envie de dire, la recherche académique où c'est vraiment très simple, très sobre, un peu à l'américaine, où eux, il faut pas mettre de photos, faut pas mettre trop de couleurs. C'est vraiment sobre. Ce format-là, donc c'est 2 questions. Ce format-là, est-ce qu'il est éliminatoire? Mmh. Et est-ce qu'il y a un format, en fait, est-ce qu'il faut préférer le format Canva? Alors, il y a pas de bonne réponse. OK. Par contre, ce qui est «éliminatoire» entre guillemets, c'est d'avoir un CV trop chargé. Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de la personne qui recrute et de se dire: «OK, quand la personne ouvre le CV, il faut qu'il y ait des choses qui lui captent le regard» et quand il y a trop de couleurs, il y a trop d'informations, on ne sait plus où donner de la tête et puis on se dit que la personne, elle a un peu brouillon. Oui, Donc il faut le garder simple, après, je dis pas d'aller dans l'extrême, version américaine, hein, mais ça doit aussi refléter votre personnalité, mais il faut mettre vraiment les informations pertinentes et tout ce qui est superflu, faut l'enlever. d'accord. Donc le format Canva, c'est très bien, s'il est pas surchargé et le format américain aussi est très bien. C'est juste que pensez à mettre les infos pertinentes, tout ce qu'un recruteur finalement va avoir besoin, Oui, mais tout ce qui est superflu, il faut l'éliminer. d'accord. Là, si on passe à l'entretien, quels sont les éléments qui peuvent éliminer immédiatement, selon ton expérience? Premièrement, la posture, c'est-à-dire la manière de s'exprimer. Il faut quand même garder un ton professionnel. Il faut pas se mettre de pression. Par contre, il faut se dire qu'à ce moment-là, on est quand même jugé, faut être Oui, honnête. Il faut quand même montrer une bonne image et puis surtout la première impression, elle est très importante. Parce que si on fait une mauvaise première impression, on a beau faire ce qu'on veut après, c'est ça qui restera. oui, Donc c'est l'attitude, c'est aussi, le côté vestimentaire. On va en entretien, vaut mieux être trop habillé que pas assez. Voilà. Ça je préfère le dire parce que parfois on se dit: «Bon, c'est une société qui est un peu cool et cetera». Bah, c'est pas grave en fait la première impression, il faut donner l'impression que voilà, qu'on est professionnel. Ça c'est important, et puis, ouais, je dirais c'est surtout ça l'attitude. Il faut poser des questions, il faut être curieux. Voilà, il faut surtout pas venir à un entretien en ne l'ayant pas préparé. oui, C'est-à-dire,
se renseigner sur la personne que vous allez rencontrer. Maintenant, il y a plein d'outils, il y a LinkedIn, enfin, il y a Ouais. Google, donc il faut Google la personne, il faut aller sur son LinkedIn, qu'est-ce que fait l'entreprise, un peu les actualités, mais il faut être préparé. Parce Mmh. que si on n'est pas préparé, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment à fond dans le process de recrutement et puis qu'on se donne pas à fond, tout simplement. Oui, et est-ce que tu as une anecdote, à nous raconter sur ça? Est-ce que tu as eu un entretien complètement, décalé? J'en ai eu plusieurs honnêtement, mais généralement, c'est des entretiens visio. Les OK, entretiens physiques, les gens font quand même l'effort, oui. de se préparer, de ramener un calepin pour noter, voilà, donc ça, c'est top. Par contre, quand c'est en visio, les personnes ne se rendent pas compte que finalement, maintenant, à l'heure actuelle, que ce soit en visio ou en physique, c'est la même importance. Donc il faut avoir une tenue professionnelle, il faut Pas en avoir pyjama. voilà, pas en pyjama. Alors moi, ce que j'ai eu, je crois que c'était l'année dernière, j'ai eu quelqu'un pour un poste, bon déj qui avait une chemise, OK. par contre qui avait une cigarette électronique pendant l'entretien et c'était le bazar derrière en fait en fond. Il y avait pas de fond, donc pensez à mettre un fond, de flouter ou de mettre quelque chose, hem et du coup en fait c'est pas du tout professionnel et puis la personne fumait sa cigarette quoi et je sais pas si elle s'en était rendue compte ou quoi, mais à la fin de l'entretien, je lui ai dit Oui. en le disant, enfin c'est juste pas possible, Mmh. heu et moi ça m'avait quand même marqué. Bah oui, j'imagine. Alors moi, c'était une simulation d'entretien, hein, donc c'est pas, ça va, c'est pas un vrai entretien, mais la personne est venue en pyjama avec petit ours comme C'est ça. vrai? Elle me dit: «Ah mais je savais pas que c'était un vrai». Je dis: «Bah, on Bah, simule donc l'idée c'est de tout donner pour que je puisse dire est-ce que c'est bien ou pas». ouais, Mais voilà, complètement. petit pyjama, tout mignon, mais qui n'est pas adapté à un Mais oui, entretien. mais oui, mais ça fait sens, mais après peut-être avec les nouvelles générations, il y a aussi un petit décalage. C'est aussi à nous de les sensibiliser là-dessus, mais voilà, c'est le contexte professionnel, il faut quand même rester professionnel. Ouais, et tu vois, une différence entre nouvelle, génération, Ouais, la Gen Z, tout le monde complètement, en parle. complètement. Ouais. Donc bon, quand j'ai commencé le recrutement, donc moi c'était il y a un peu plus de 10 ans, heu les personnes, alors j'étais très jeune à l'époque, mais les personnes avec qui j'échangeais, bah, bien évidemment étaient beaucoup plus âgées que moi et c'est vrai que peu importe le type de poste, les personnes étaient très bien habillées. Donc les messieurs avaient des costumes, chemises, cravates à l'époque encore. Waouh, OK. Les femmes étaient très bien enfin très apprêtées, et plus les années en fait ont passé et surtout à partir du covid, là j'ai vu un changement et c'est vrai que les personnes qui ont un certain âge, je dirais, les personnes qui ont entre 45 et plus ont toujours une certaine rigueur, voilà, ils prêtent vraiment attention à leur image Oui, et en dessous, c'est un peu plus, on va dire, flexible OK. puisque c'est des personnes qui, bah, bien évidemment n'ont pas connu la même chose, et là on est Mmh. sur des dress codes qui sont, entre 2. Ouais. Mais on voit qu'il y a quand même, oui, la cravate n'existe plus, voilà, il y a plein de choses qui après c'est bien, mais il faut juste pas tomber dans l'extrême. Oui, oui, oui. Pas en pyjama, pas en Oui, jogging, voilà, voilà. c'est ça. Ça marche. Pour les candidats qui n'ont aucune expérience, par exemple, un étudiant qui, voilà, il fait sa formation ARC, il cherche Mmh. un stage, comment est-ce qu'ils peuvent valoriser leur profil? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne qui ont fait juste un master, même un doctorat, ils ont pas fait autre chose, ils sont pas sortis de la recherche académique et là, ils Ouais, basculent vers, la recherche clinique qui est différente. Donc comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leurs chances de d'obtenir une première expérience? ouais. Alors idéalement, moi, ce que je conseille, c'est de faire des stages parce que c'est les choses les plus accessibles, si je puis dire Ouais, et c'est aussi d'avoir des références. Parce qu'en OK. ayant, fait un doctorat, bah, forcément, on a des directeurs de thèse, on a des personnes avec qui on a collaboré et les références, honnêtement, je l'ai vu, hein, ça fait vraiment la différence. Dans le sens où, bah, si la personne postule quelque part et qu'elle a des lettres de recommandation, bah, on aura plus tendance à lui faire confiance qu'une personne qui a juste un CV. OK. Donc ça, c'est important et surtout quand on est débutant, on n'a pas d'expérience, il faut networker. Il faut aller à des événements, il faut, participer aussi, à des groupes qui existent. Il faut pas hésiter en fait à aussi connecter avec des pairs.
Oui, qui eux ont des entrées, un peu partout et surtout dans le cadre d'études, bah, forcément on est amené à échanger avec des anciens élèves qui mmh, eux, bah, peut-être ont déjà un réseau et le oui. réseau, c'est vraiment je pense la force. Oui, c'est vrai que on se rend compte un petit peu personnellement, je m'en suis rendu compte bien après. Parce que c'est vrai qu'à l'école, je parle vraiment en formation ARC, donc Mmh. on regarde tout ce qui est LinkedIn, il faut ouvrir un compte LinkedIn, rajouter des personnes, mais en fait, on ne savait pas trop comment l'utiliser. Moi, j'avais fait ma formation en 2017 et en fait, c'était Mmh. juste ajouter des personnes au pif, envoyer des messages à tout le monde sans cibler forcément que telle personne peut être décisionnaire. Par exemple, si je parle du côté promoteur, on va aller voir les chefs de projet, les ARC managers, etc. et pas forcément contacter n'importe qui. Donc Exactement. là, j'ai l'impression que les réseaux, y compris LinkedIn, est utilisé autrement parce que c'est une autre génération, mais voilà, ça s'apprend aussi. C'est une force, hein, LinkedIn honnêtement puisque si je réfléchis à il y a 10 ans en arrière, LinkedIn n'était pas aussi bien développé. Donc c'est vrai que finalement, on envoyait notre CV, on savait pas où il atterrissait, on avait des numéros de téléphone, mais c'était peut-être le standard. Tandis que là, on peut Oui. trouver la personne en charge peut-être d'un recrutement ou d'une équipe et en fait, on a le contact direct, donc il faut pas hésiter à le faire. Et là, si on parle de donc il faut réseauter et cetera, mais mis à part LinkedIn, est-ce que tu as des plateformes, à recommander aujourd'hui pour trouver, des opportunités d'emploi ou de stage d'arc? Alors, les opportunités, généralement, bah, ça va être LinkedIn, ça va être, Indeed, qui est, une espèce d'aspirateur d'annonces, et qui regroupe un petit peu tout ce qui se fait. Ça va être d'aller directement sur les, sites des employeurs, puisque parfois, en fait, ces annonces ne sont que sur leur site internet, et pas republiées ailleurs et surtout, alors regarder les salons qu'il y a, les events, les soirées, des différentes universités, des différentes formations, parce que c'est une mine d'or. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur cursus, qui, reviennent après 10 ans, par exemple, et au fil de la discussion, bah, on se rend compte qu'il y a peut-être une opportunité. Donc ça va être plus ça, mais moi, pour moi, aujourd'hui, la chose à faire, c'est vraiment LinkedIn, hein. Oui, OK, donc c'est vraiment numéro un. Ouais, Et là, donc dans le process, je pense que la première chose que le recruteur voit, c'est vraiment le profil LinkedIn. complètement. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je fais immédiatement. C'est ce D'accord. qu'on fait, tous, hein. Je peux le dire Oui. pour tout le monde, c'est ce qu'on fait tous et très certainement que le client le fait aussi. Et qu'est-ce qui est éliminatoire? Je l'ai pas prévu forcément dans les Mmh. questions, mais là, qu'est-ce qui est éliminatoire sur LinkedIn? Qu'il n'y a pas de photo, j'imagine? Pas forcément, OK, pas c'est toujours mieux d'en avoir une, mais c'est pas forcément ça. Ce qui peut être éliminatoire, c'est si, le CV et le profil LinkedIn ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une date sur LinkedIn et une autre sur, le CV. d'accord. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit la même chose, et puis sur LinkedIn, ne pas hésiter à détailler, hein. Oui. Puisque demain, moi, en tant que recruteur, par exemple, si je recherche quelqu'un, j'ai des mots-clés que je vais taper dans les recherches et plus vous mettez d'informations sur votre profil et plus il y a potentiellement des mots-clés qui vont ressortir. Mmh. Donc il faut aussi penser à ça. Oui, je pense que ça peut servir pour détailler parce qu'à partir du moment où on est limité en termes de nombre de pages sur le CV, je dirais Exact, une page pour les juniors, 1 à 2 pour les seniors, bah, sur LinkedIn, on peut vraiment s'étaler, raconter sa vie et ça peut apporter exactement plus d'infos. et il y a un onglet recommandations qui est juste en bas du profil. Donc ça, il faut pas hésiter aussi. Si par exemple, c'est une personne qui est débutante, qu'elle fasse une demande de recommandation à son maître de stage, par exemple. Et comme ça, la personne pourra écrire directement sa recommandation. Et puis comme Mmh. ça, quand on va sur son profil, on voit que déjà, elle a une bonne recommandation et c'est déjà un plus. Oui, oui. Et là, si on parle de marché de manière générale, parce que là, c'est vrai que tu as travaillé en France et en Suisse. Mhm. En France aussi, c'était sur en life science ou c'était sur Oui, autre tout chose? pareil. Et donc est-ce qu'il y a une différence entre les 2 ou pas du tout? C'est les mêmes critères? Principalement, ça va être les mêmes critères, sauf qu'on est OK, sur deux marchés, je dirais pas complètement différents. Il y a beaucoup de similitudes. Par contre, en Suisse, les process de recrutement vont être plus longs. Et OK. plus lent surtout. En France, il y a un peu plus de réactivité. Tu trouves? OK. Oui, 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 ouais, en France, Donc c'est un peu il y a pire. oui, la Suisse, c'est un peu plus long. Ce qu'il faut se dire en Suisse, pour un poste, en CDI,
donc en permanent. À partir du moment où on envoie le candidat, hein, donc on compte pas les recherches, hein, et le moment où la personne signe son offre, on est entre 2 mois, 2 mois et demi, voilà, en moyenne, OK. hein. Ça peut être plus long, Oui, ça peut être un petit peu plus court, ça c'est génial, mais voilà, c'est un peu plus long. En France, on est quand même un petit peu en dessous, en termes de moyenne. Je pense qu'en France, je dirais plus on est autour des 1 mois et demi peut-être. d'accord. Ça peut aller jusqu'à 2 mois, Oui. mais voilà, c'est à peu près ça la moyenne. Oui, parce que si on compte, en fait, c'est vrai que la perception est différente côté candidat parce que, le temps de postuler, d'être appelé par la première re personne, ensuite, programmer un autre entretien. Exact. Le deuxième entretien, il se passe pas forcément dans une semaine, hein, parfois c'est un peu plus loin et donc voilà, c'est vrai que c'est la perception est différente et on se rend pas compte du temps passé. Exactement. Après, pour tout ce qui va être plutôt, du consulting ou des missions temporaires, bien sûr, Oui, ça va plus vite puisque le oui, besoin, soit il est urgent, soit il y a un projet qui arrive et il faut une oui. personne pour le mois d'après. Donc mais pour tout ce qui est permanent, oui, c'est assez long. C'est plus lent pour CDD, CDI et cetera. Exactement. Et en termes d'opportunités, est-ce que c'est la même chose aussi si on parle du métier d'arc? Alors, pour avoir recruté des ARC, j'en ai plus fait en France qu'en Suisse. OK, Voilà. En France, il y a plus de besoins, en Suisse, moins. OK, ouais. Il y en a vraiment beaucoup moins, et c'est une tendance, hein. Il y a moins de CRO aussi, je pense, donc c'est pour C'est ça ça. que Et exactement, puis c'est un marché plus petit aussi. oui. Certes, on parle de la Suisse comme, voilà la mecque du life science, Mmh. donc il y a toutes les big pharma et cetera. Oui, Hem, mais c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de formations, beaucoup d'écoles, que ce soit pour les arts, que ce soit pour d'autres métiers, en life science. Donc on a vraiment un gros vivier de candidats. En Suisse, c'est le contraire et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas suisses qui viennent travailler en Suisse, puisqu'il n'y a pas assez de profils, puisqu'il n'y a pas forcément les bonnes écoles. oui, oui, C'est vrai qu'en termes de formation, oui, il y a beaucoup de formations, que ce soit les DU, donc les diplômes universitaires ou, les formations plutôt privées. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a de Mmh, plus en plus d'écoles qui proposent des formations d'arc et aujourd'hui, j'ai remarqué même des étudiants qui font carrément un master en recherche clinique, mmh, et c'est de plus en plus fréquent, voilà, je pense que ça le profil aussi et les demandes, les besoins des recruteurs vont évoluer. évoluer, ouais. Autre question sur le marché en général, parce que moi j'avais connu, via ton post LinkedIn où tu parlais vraiment du marché et des besoins et qu'il y a pas moins d'opportunités, c'est juste que, tout évolue. Donc, est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Le marché, est-ce qu'il est en baisse? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il est en évolution, en 2025? Oui, alors je peux te faire peut-être une comparaison avec, les années que j'ai connues avant. C'est vrai que avant le covid, on était sur un marché assez dynamique. Le covid est arrivé bien évidemment, donc ça a impacté, forcément, le monde entier. On a connu un petit regain d'activité, 2022-2023. 2024, là, ça commence à être bien impacté. En tout cas, je parle pour la Suisse et il me semble que la France, c'était un peu Ouais, similaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises avaient des besoins, mais ont pris un peu peur, niveau économique et du coup ont gelé les embauches. Donc d'accord, ce qui s'est passé, c'est que les besoins étaient là, hein, sauf qu'ils ne voulaient pas prendre de risques à recruter des personnes et puis de se dire: «Peut-être que dans 6 mois, on doit les licencier». Donc il y d'accord. a eu un ralentissement, des embauches, mais par contre donc ça, quand je dis les embauches, c'est les embauches permanentes, mais à contrario, bah, tout ce qui est temporaire, bien évidemment, ça augmente. Oui, 2025, donc là, début 2025, on a eu un petit regain, donc c'était top. On a eu, pas mal de demandes, et puis là, ça ralentit encore. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que, certes, officiellement, ça baisse, mais il y a toujours des besoins. C'est-à-dire que sur certaines fonctions clés, on va toujours avoir besoin de personnes. oui, Et puis il y a toujours du turnover naturel. Les personnes démissionnent, vont dans d'autres entreprises. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours des opportunités, un peu moins qu'avant en termes de pourcentage, mais le marché n'est pas en crise. oui, Il faut pas avoir peur en se disant: «Bon, c'est un peu compliqué économiquement, donc je vais pas trouver d'emploi».
Si on a un profil, avec une spécialisation, voilà, comme un arc, bah, il faut juste targeter les bonnes entreprises et puis ça Mmh. finira par payer. Et je pense aussi que c'est une question de compétitivité parce qu'à un moment donné, là, si je compare au marché, au début, quand j'ai commencé la recherche clinique, il y avait beaucoup d'offres, et il y avait pas en fait, dans une session, déjà quand on faisait les formations en présentiel, dans ma session, on était, quoi 9, 10 max, OK. même pas, je crois. Et là, c'est des sessions donc il y a plus de formations et c'est des sessions d'une quarantaine de personnes. Waouh! Et D'accord. c'est, tous les mois. Ça tourne tous les mois. Il faut juste enlever décembre, août, voilà les périodes de vacances. Mais sinon, il y a plus de compétitivité, je trouve. Donc il y a beaucoup plus de monde qui cherche un poste d'arc. Et c'est ce qui Mmh. fait que ça déséquilibre un petit peu la tendance. Donc il faut Ouais. se démarquer. Oui, complètement, mais c'est vrai que moi, à l'époque, quand je travaillais en France, les arcs, il y en avait pas tant que ça, hein. Oui, Il y en avait, hein, mais je pense que maintenant ça a dû changer, heu, mais moi je me rappelle qu'à l'époque, il y avait pas tant de personnes en tout cas sur le marché, hein. oui. Mais Mmh. ça a augmenté d'un coup, hein. Il y a beaucoup plus de demandes, plus de voilà, plusieurs types d'études, différentes. Là, on fait même sur les données je dis pas que c'est tout récent, hein, ça a toujours existé, mais il y en a plus, Mmh. sur les données de vie réelle, donc les demandes vraiment, changent, D'accord. évoluent. Mais on a l'impression, effectivement, qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent un petit peu à trouver. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Plus de Surtout de les candidats. stagiaires. Bah oui, mais non, mais ça je comprends. Après, c'est les stagiaires, honnêtement, il faut qu'ils misent sur, ce qu'ils peuvent apporter. Au-delà, en fait, du CV, c'est, d'être polyvalent, d'être curieux, bonne communication, pourquoi pas s'ils ont fait des projets en annexe, de les mettre en valeur. Oui. En fait, tout ce qui peut apporter du poids et les références, il faut le Mmh. mettre en avant. OK, ça marche. Et dernière petite question, est-ce que tu as des conseils à transmettre aux candidats qui nous écoutent, afin de les aider à réussir leur recherche d'emploi en recherche clinique? Alors moi, ce que je dirais, c'est d'être organisé. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à chercher un emploi, c'est de se faire peut-être un tableau, et de se noter toutes les opportunités auxquelles on a postulé. Puisque parfois, c'est vrai que quand on est dans la recherche d'emploi, on est la tête dans le guidon et puis on postule, on postule, on postule, mais on ne sait plus en fait où est-ce que notre CV a été envoyé. Donc c'est juste d'avoir une trace pour pouvoir suivre et pourquoi pas relancer l'entreprise, de se dire: «Bon, bah, j'ai postulé le premier du mois, si j'ai pas de retour au bout de 10 jours et ben, je relance». Ou c'est de se dire: «OK, j'ai postulé à telle opportunité et ben, le lendemain, ce que je vais sur LinkedIn, je cherche, potentiellement, j'essaye de faire détective, de savoir qui est la personne qui recrute et de lui faire un petit message. «J'ai vu votre opportunité, voilà pourquoi, celle-ci m'intéresse, voilà ce que moi je peux vous apporter» et de faire un petit message. Comme ça, au Oui, moins, ça pousse un petit peu, le profil. D'être vraiment dans une démarche vraiment proactive et de faire un suivi. Parce que si demain, en tant que candidat, on envoie son profil une première fois, une deuxième fois, une troisième fois à la même entreprise, c'est pas bon. oui, Ça oui. porte préjudice. Voilà. Ça Déjà fait d'avoir brouillon un petit peu. voilà, ça fait pas et on retourne un petit peu sur, la rigueur. Donc ça, il faut avoir, finalement un carnet de bord, pour le suivi. C'est d'adapter son CV selon les opportunités auxquelles on postule. Admettons, c'est un poste d'arc, mais pour une certaine entreprise, donc on se dit peut-être qu'ils vont rechercher plus ce type de profil. Bah, c'est essayer d'un petit peu, voilà, mettre en avant certaines expériences en se disant: «Bon, ça va capter leur œil». Mais c'est Oui, d'adapter un petit peu le CV, et puis s'il y a une lettre de motivation, de la personnaliser, voilà. Je sais que beaucoup de personnes passent par ChatGPT, ça peut être un bon support, mais il faut personnaliser les choses. Ça peut être mais une ça bonne se aide, mais voit. ça se voit les tournures de phrases, et cetera. Il faut être assez naturel et puis, mettre son cœur finalement dans la lettre, puisque c'est ce qui fera la différence. Et puis, donc être proactive et peut-être dans la recherche d'emploi, heu, c'est d'aller aussi, ben, voilà, comme je le disais, à des salons, connecter. Mais en fait, c'est vraiment d'avoir ce mindset, je ne suis pas juste en recherche d'emploi. Je veux connecter avec des gens pour mon réseau parce qu'en fait, on ne sait pas, peut-être que dans 2 ans, c'est cette personne-là qui me recontactera pour une autre opportunité. Il faut pas Oui, penser l'instant T.
Il faut voir à moyen long terme. Mmh. Et puis c'est d'être surtout positive mindset. Parce que c'est ce qui fait que les choses, bien arrivent et lorsqu'on a un appel d'un recruteur et ben, voilà, c'est d'être souriant au téléphone parce que ça se ressent. Oui, Voilà, de ne pas juste répondre à la question, d'essayer d'un peu d'étoffer les réponses, mais voilà, il faut vraiment être dans cette proactivité et de se vendre. Il faut vraiment se dire: «Aujourd'hui, je me vends». Certes, j'ai peut-être pas, toutes, les compétences qu'ils recherchent, mais moi, je peux leur apporter autre chose et il faut oui. capitaliser là-dessus. OK. C'est de très bons conseils, Mmh. merci. Et tu parlais de lettre de motivation et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'ai pas Mmh. posé de questions sur ça, mais avec, ChatGPT et cetera, c'est vrai qu'on le voit tout de suite, hein, c'est les mêmes tournures de phrases, la même façon de voilà, de rédaction. Est-ce qu'au final, elle est lue? Puisqu'on sait que la majorité des personnes, utilisent C'est ç ChatGPT ou Ouais. d'autres IA. Est-ce qu'elle a de la valeur finalement? Honnêtement, je pense qu'à 80 elle est pas lue. D'accord, Voilà. Par exemple, nous, aujourd'hui, heu, personnellement, moi, si j'ai un recrutement à faire, je vais pas la lire parce que je vais donner plus d'importance à l'échange que je vais avoir avec la personne et essayer d'avoir un max d'informations que moi, je vais pouvoir, retransmettre à mon client, heu, que la lettre de motivation. Puisque soit la lettre de motivation, finalement, elle n'est pas personnalisée par rapport au poste sur lequel on va travailler, donc elle est assez classique, donc elle a pas de plus-value, et puis s'il y en a une qui a une plus-value, finalement, on va peut-être passer à côté. Parce qu'on va plus se dire: «Je préfère passer un coup de fil à la personne, et puis voir ce que ça donne et puis quelles sont ses motivations premières». oui. C'est vrai que c'est plus concret et dans certaines offres d'emploi, on précise envoyer CV, lettre de motivation et parfois ils disent juste candidature. Donc, personnellement, si je reçois juste un CV, c'est OK. Enfin, je Oui, ne demande pas forcément une lettre de motivation. exactement. Oui, oui et puis, mais après si voilà la personne, comme je disais, elle a des lettres de recommandation, qu'elle les Oui, mette. Vaut ça mieux pèse des lettres de plus, ouais, OK, que OK. ça pèse beaucoup plus. D'accord, OK. Bah, très bien. Mmh, Merci beaucoup, Manel. Je pense que tu as de rien. répondu à beaucoup de questions et ça va intéresser beaucoup de personnes. C'était très intéressant d'avoir un point de vue, côté recruteur, de l'autre côté de la barrière. Merci encore une fois et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.